6 morts mariés dans sa chambre. Qu'est-ce que mon mari fait avec 6 femmes mortes dans leur robe de mariage? Demande Naomi au milieu des sanglots. Naomi Egor était la dernière née, mais personne n'osait l'appeler le bébé de la maison. À 23 ans, Naomi se comportait comme une reine. Sa beauté était du genre à imposer le silence quand elle entrait dans une pièce. Grande, à la peau caramel, d'une grâce naturelle, elle marchait comme si le sol devait la remercier de le toucher. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui faisait murmurer les gens. C'était sa bouche. Naomi avait ce que les gens d'Enugu appelaient une confiance dangereuse. Elle ne se contentait pas de dire ce qu'elle pensait, elle le lançait. Sans filtre, sans excuse. On l'appelait la bouche tranchante de la famille Egor. Sa mère disait qu'elle tenait cela de sa grand-mère défunte. Son père accusait les réseaux sociaux. Ses frères et sœurs avaient depuis longtemps renoncé à discuter avec elle. Adaora, l'aînée, disait souvent que Naomi était comme un coca froid, doux, mais capable de piquer le nez. Et quand Naomi était d'humeur, ses mots coupaient plus profondément que n'importe quelle insulte. Mais il y avait une chose qu'elle avait rendue parfaitement claire. Je ne me marierai jamais avec un homme pauvre. Elle le disait à sa famille, à ses amis, à des inconnus, sur Facebook, sur WhatsApp, même à l'église. Quand son pasteur prêcha un jour que l'amour devait être désintéressé, Naomi se pencha vers Adaora et murmura qu'il prêche ses bêtises à sa propre fille. Adaora, désormais mariée à un homme humble qu'il aimait profondément, ne répondit pas. Elle savait qu'il valait mieux ne pas insister. L'esprit de Naomi était un château fortifié par l'orgueil et des tableaux de vision remplis de sacs de créateurs. Naomi ne travaillait pas. Elle ne vendait rien. Sa vie tournait autour de bien paraître, de fréquenter les bons endroits et de bloquer les hommes qui utilisaient la phrase « Faisons avec ce qu'on a ». Avec quoi? Disait-elle. Ma beauté n'existe pas en version light. Si tu n'es pas prêt, ne me dérange pas. Pour Naomi, l'amour sans luxe était une arnaque. Ses parents avaient renoncé à la corriger. Tu rencontreras ton maître un jour, l'avait averti sa mère lors d'une de leurs disputes du déjeuner dominical. Bien, avait répondu Naomi en faisant tourner son verre de vin rempli de malt. Tant que mon maître vient avec une maison à l'équille. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait le ciel d'Enugu en orange, Naomi était allongée sur son lit, scrollant sur Instagram. Ses pieds étaient croisés, ses longues tresses répandues sur l'oreiller comme une couronne. Puis arriva une demande de message de quelqu'un nommé Obina. Son profil était privé. Sa photo le montrait en silhouette sur un yacht, dos à la caméra. Le message disait « Certaines femmes sont nées pour plus. Toi, tu n'étais jamais destiné à partager la souffrance. » Elle fixa l'écran, ses lèvres s'entr'ouvrant lentement. Elle ignora le message pendant 15 minutes, juste assez pour laisser sa curiosité monter. Puis elle prit son téléphone et répondit. « Tu parles comme si tu me connaissais », répondit-il presque immédiatement. Peut-être que oui, ou peut-être que j'attendais juste de rencontrer quelqu'un qui comprend l'élégance quand elle se regarde dans le miroir. Naomi ne put retenir le petit sourire qui incurva ses lèvres. Il avait du style, propre, sans effort, pas trop. Ils discutèrent pendant presque 1 heure. Sans pression, sans désespoir. Il lui demanda son parfum préféré, sa couleur préférée, si elle aimait la musique ou le silence. Et puis, comme ça, il dit « Envoie-moi ton numéro de compte ». Naomi cligna des yeux. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir fait sourire », répondit-il. Elle envoya le numéro avec un haussement d'épaule. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Alerte crédit. 300 000 Naira. Sa mâchoire tomba. Quoi? Elle sauta et dansa sur son lit. Son filet avait attrapé le plus gros poisson de la ville. Le lendemain matin, une Jeep noire aux vitres teintées s'arrêta devant leur portail. Un chauffeur rasé de près en sortit et lui tendit une boîte blanche et une enveloppe scellée. Naomi l'ouvrit avec précaution. Dans la boîte, une robe en soie couleur champagne, une paire d'escarpins nudes, une montre-bracelet en or et un flacon de parfum de créateur. L'enveloppe contenait une note manuscrite. Dîner. 19 heures. Apporte juste ton sourire. Elle fixa la robe. Parfaite. Tissu parfait. On aurait dit quelque chose sorti d'un clip vidéo. Elle la tint contre son corps et tourna lentement devant le miroir. Maman, aplatait-elle. Je sors ce soir.
Où ça? Demanda sa mère depuis le couloir. Là où vit la paix de l'esprit. Qui t'emmène? Naomi sourit. Un homme qui ne dit pas « voyons où ça nous mène ». Il sait où ça va. Le soir venu, la même Jeep revint. Naomi sortit dans la robe de soie, sentant l'argent et se sentant comme une prophétie accomplie. Quand elle entra dans le lounge sur le toit, il était déjà là. Obina, grand, calme, vêtu d'un costume noir, sans cravate. Ses doigts étaient longs, propres, sa peau brillait. Et quand il sourit, ce fut lent et facile, comme un homme qui n'avait jamais été pressé de sa vie. « Tu es exactement comme je t'imaginais », dit-il en se levant pour tirer sa chaise. Naomi lui rendit son sourire. Dans son cœur, quelque chose murmura, « c'est ça. Je suis arrivée. » Mais elle n'entendit pas l'autre voix, la plus discrète, cachée sous tout l'or. Celle qui murmurait, « regarde encore. » 3 autres rendez-vous suivirent, chacun plus incroyable que le précédent. La deuxième fois, Obina l'emmena dans un restaurant privé sans même d'enseigne. Le genre d'endroit où le serveur n'apportait que ce que le chef jugeait assez bon pour la journée. Naomi n'avait jamais goûté de bar grillé auparavant. Elle sourit tout au long du dîner sans même savoir ce qu'elle mâchait. La 3e fois, il lui envoya une robe dans une boîte noire, en velours cette fois, et un coiffeur l'attendait à l'entrée du restaurant pour arranger ses boucles avant qu'elle n'entre. Et la 4e, il revint du Canada le matin même et se présenta quand même avec des fleurs. De vraies roses, pas celles en plastique accompagnées de mots d'excuses, juste une carte qui disait « Parce que tu mérites la beauté dans tes mains, pas seulement sur ton visage ». Obina ne parlait pas beaucoup. Il ne se vantait jamais, ne posait pas de questions stupides. Quand elle parlait, il écoutait avec ses yeux profonds, indéchiffrables, et se contentait de hocher la tête. Elle lui demanda une fois ce qu'il faisait dans la vie. Il sourit faiblement et dit « Disons simplement que je gère les héritages des gens ». Elle n'insista pas. Son silence était enveloppé de trop d'élégance. Après le 3e rendez-vous, il la conduisit dans une résidence calme à Gera. « C'est là que je séjourne quand je suis au Nigeria », dit-il simplement en déverrouillant la porte. L'appartement était impeccable. Sol en marbre froid, meubles en verre, un parfum subtil dans l'air qu'elle ne pouvait nommer mais savait coûteux. Pas de photos de famille, pas de désordre, juste une perfection discrète et organisée. « Mets-toi à l'aise », dit-il. Et pour la première fois de sa vie, Naomi se sentit vraiment chez elle. 3 semaines après ce premier message, Obina la demanda en mariage. Il ne s'agenouilla pas. Il n'invita pas de foule. Pas de flash, pas de spectacle, juste 2 dans un espace éclairé à la bougie qu'il avait loué rien que pour elle. « J'ai trouvé ce que je cherchais », dit-il. « Laisse-moi te rendre mienne. » Naomi ne cligna même pas des yeux. Elle dit oui. Avant que quiconque puisse dire ouf, Obina organisa une rencontre avec ses parents. Ce fut rapide, mais il fut doux à ce sujet. Il dit à Naomi qu'il croyait aux choses faites correctement. Le jour où il vint à la maison des Égor, l'atmosphère changea. Il n'arriva pas avec un convoi, mais le seul SUV noir dans lequel il se présenta semblait avoir de l'autorité. Il portait un cafetan blanc, propre, repassé à la perfection. Ses chaussures semblaient n'avoir jamais touché la poussière. Il salua ses parents respectueusement, les appelant Mama et Papa, comme s'il les connaissait depuis toujours. Il parla peu, disant simplement qu'il était sérieux, qu'il aimait Naomi, qu'il voulait entamer le processus. Naomi était assise à ses côtés comme une reine couronnée. Sa mère dit « Obina, c'est assez soudain ». Il hocha la tête. Quand on voit de l'or, on ne le laisse pas traîner par terre. Son père se racla la gorge et dit « Nous en parlerons et nous vous répondrons ». Mais Naomi savait déjà. Le prix de la mariée n'était pas une question de si. C'était une question de quand. Personne dans la famille Égor ne dormit la nuit où Obina vint déclarer ses intentions. Pas parce qu'il avait dit quelque chose d'alarmant, mais parce qu'il avait dit si peu et laissé tant derrière lui. Après son départ, le père de Naomi s'assit au bord de son lit, se frottant les genoux et fixant le vide. Quelque chose là-dedans ne me semble pas correct. Sa mère hocha lentement la tête. Il est trop parfait, trop silencieux. 3 semaines, mariage, hélas. Le lendemain matin, ils appelèrent Naomi au salon. Son frère aîné et Adaora étaient tous présents, la mère les ayant convoqués la veille au soir.
Elle entra vêtue d'une robe de chambre en soie, les ongles fraîchement faits, et une attitude déjà prête à la défense. « Assieds-toi, dit son père. » Naomi leva les yeux au ciel et s'assit. « Si c'est à propos d'Obina, épargnez-vous la peine. » Sa mère essaya la première. « Naomi, personne ne dit que tu ne dois pas l'épouser, mais c'est soudain. Nous ne le connaissons pas. Il n'a pas de famille. Personne ne connaît son village. Ces choses comptent. »« Je le connais, rétorqua-t-elle. Vous pensez toujours tout savoir mieux. Vous n'avez jamais vu un amour comme celui-ci. Naomi, ce n'est pas une question de jalousie. Calme-toi simplement. Prends le temps d'être sûre, dit Adaora. Naomi se tourna lentement vers elle, les yeux plissés. Toi, tu me donnes des conseils? Avec quelle expérience de vie, s'il te plaît? Avec ton râpé d'emprunt et un mari qui ne peut pas réparer un toit qui fuit. Garde ton amour et fais avec. Le visage d'Adaora s'affaissa, ses lèvres s'entr'ouvrant dans un choc silencieux. Ibuka, leur frère, intervint immédiatement. Naomi, tu dois arrêter. Personne ne se bat contre toi, mais ralentis. Un homme qui apparaît de nulle part et veut t'épouser en 3 semaines devrait soulever des questions. Naomi se leva, les yeux flamboyants. Des questions? La seule question que j'ai, c'est pourquoi vous êtes tous allergiques aux bonnes choses. Je trouve enfin un homme qui me traite bien. Et tout le monde panique comme si j'avais ramené un fantôme à la maison. Naomi, non. Je ne l'accepterai pas. Si vous ne voulez pas bénir ce mariage, très bien. Je l'épouserai sans vous. Elle fonça dans sa chambre, prépara un petit sac de nuit et sortit en trombe. Je vais chez lui, et je ne reviendrai pas tant que vous n'aurez pas retrouvé la raison. La porte claqua. Le lendemain matin, ses parents cédèrent. Faisons simplement ce qu'elle veut, murmura sa mère, pleurant doucement, avant qu'elle ne fasse quelque chose que nous regretterons tous. 2 jours plus tard, Obina revint, cette fois avec le prix complet de la mariée. C'était stupéfiant. 10 millions de Nera en liquide, des caisses de vin, des tissus coûteux, une boîte de bijoux en or, et autre chose. Une grande pièce ancienne enveloppée dans de la soie rouge. Son père s'arrêta dessus, mais ne dit rien. Ils firent tout ce week-end-là. Mariage traditionnel le vendredi, mariage blanc le dimanche, là dans sa ville natale. Obina paya pour tout. Aucune famille ne vint avec lui. Pas d'amis, juste de l'argent. Et pour Naomi, c'était plus que suffisant. Elle était désormais Madame Naomi Obina, et rien d'autre ne comptait. Elle ne pouvait cesser de sourire le jour où elle emménagea dans la maison d'Obina. Tout était exactement comme elle avait imaginé que le mariage serait, juste comme les femmes qu'elle suivait sur Instagram. Draps blancs impeccables, sol froid qui sentait le polish importé, désodorisant qui se déclenchait seul, pas de bébé qui crie, pas de voisins bruyants qui font frire du poisson à la fenêtre. Elle se tenait au milieu du salon, pieds nus, tournant lentement. Enfin, plus de bois de chauffage, plus de points de prière, plus de galères. Elle était la femme dont la génération de sa mère avait prié l'existence. Obina rentra ce soir-là après quelques courses et lui tendit une enveloppe en velours. À l'intérieur, un bon pour un spa, 200 000 Nera pour faire du shopping et une note manuscrite. Repose-toi. Tu es chez toi maintenant. Naomi faillit pleurer. Il ne parlait pas beaucoup, mais il agissait avec assurance. Il n'élevait jamais la voix, ne se répétait jamais. Et d'une certaine manière, Naomi aimait cela. Elle en avait assez des garçons bavards et fauchés. Obina était contrôlée, mesurée. Les premiers jours, la vie fut parfaite. Il lui dit qu'il voyagerait souvent entre le Canada et ici, mais il s'assura qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Il n'y avait pas de domestique, juste une femme de ménage discrète qui venait une fois par semaine et ne parlait jamais sauf si on lui adressait la parole. Mais lentement, quelque chose changea. Cela commença par de petites choses. Le miroir dans la chambre d'amis. Naomi surprenait des reflets d'elle-même passant, pour réaliser qu'elle n'avait pas bougé. Elle mit cela sur le compte du sommeil. Puis vint le bourdonnement, très faible, comme une femme qui chantait dans les murs, toujours la nuit, toujours entre 2h et 3h du matin. Elle se dit que c'était peut-être la plomberie. Les maisons neuves font parfois des bruits étranges. Un soir, elle décida de surprendre Obina avec un dîner. Elle essaya la cuisine pour la première fois et remarqua quelque chose d'étrange. Une petite clé rouillée dans le tiroir où étaient rangées les cuillères.
Elle ne semblait pas à sa place. Elle la prit, la tourna dans sa paume. Avant qu'elle puisse lui demander, Obina entra. Sa présence était si discrète qu'elle n'entendit pas la porte. Il se tenait là, souriant faiblement, les yeux sur ses mains. « Tu comptes déjà déverrouiller mes secrets ?» demanda-t-il. Naomi rit maladroitement et lâcha la clé. « Je cherchais juste une cuillère à frire. » Il s'approcha, prit la clé doucement et la glissa dans sa poche. « Tu n'en auras pas besoin. » Il n'expliqua pas davantage. Le lendemain matin, Naomi se réveilla et trouva de nouvelles courses dans le frigo, de marque, importées, mais personne n'était entré dans la maison. Pas de coup, pas de livreur. Elle vérifia la porte d'entrée, toujours verrouillée de l'intérieur. Elle en parla à Obina de manière désinvolte pendant le déjeuner. « Quelqu'un est venu hier soir. Personne n'entre à moins que je le permette, dit-il en sirotant son vin sans lever les yeux. Naomi sourit, mais cette fois, le sourire n'atteignit pas ses yeux. La maison était toujours belle. Mais maintenant, elle semblait écouter. À la fin de la 2e semaine, Naomi commença à redouter le silence. Obina était reparti en voyage. Juste 4 jours, avait-il dit en embrassant son front. Si tu as besoin de quoi que ce soit, utilise le téléphone noir. Elle hocha la tête, même si le téléphone noir lui donnait des frissons. Il trônait sur la table de chevet comme une relique, un vieux téléphone fixe sans bouton. Elle ne l'avait jamais vu sonner, mais une fois, il avait vibré faiblement tout seul et s'était arrêté. Personne n'avait répondu, et elle n'avait plus jamais posé la question. Elle essaya de se distraire, regarda des films, se fit les ongles, scrolla sur Instagram, mais le silence étrange revenait toujours. Le 3e jour, elle n'en pouvait plus. Elle décida d'explorer. La maison n'était pas si grande, pourtant elle semblait changer de forme quand elle n'y prêtait pas attention. Il y avait un couloir qu'elle ne traversait pas la nuit, celui au fond où une seule porte se dressait comme si elle avait attendu tout ce temps. Obina lui avait dit dès la première nuit, « Cette pièce n'est pas pour toi. » Elle n'avait pas demandé pourquoi. Elle était trop heureuse alors, trop occupée à poster sa bague et ses photos de mariage. Mais maintenant, elle voulait savoir. Elle s'y rendit lentement, pieds nus. Le couloir était plus froid que le reste de la maison. Les murs semblaient plus longs, étirés. Ou peut-être que c'était son esprit qui jouait des tours. Elle s'arrêta devant la porte, essaya la poignée, verrouillée. Elle se pencha, regarda par le trou de la serrure. Rien, juste l'obscurité. Naomi resta là un moment, incertaine de ce qu'elle ressentait. Puis elle se tourna pour partir, mais entendit un léger coup de l'intérieur. Elle se figea. 3 coups lents. Pas d'erreur possible. Elle recula en trébuchant, le cœur battant, la gorge sèche. Elle regarda autour du couloir. Pas de fenêtre, pas de brise, pas de son, juste elle et cette porte. Soudain, elle se rappela la clé rouillée qu'elle avait vue ce jour-là dans le tiroir de la cuisine. Celle qu'Obina avait glissée dans sa poche sans explication. Il l'avait prise parce qu'il ne voulait pas qu'elle ouvre quoi que ce soit. Elle retourna à la chambre et arpenta comme un animal piégé. Ses pensées s'éparpillaient. Qui ou quoi était dans cette pièce? Pourquoi l'air semblait-il plus lourd autour? Et surtout, pourquoi avait-il frappé en retour? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle décida de chercher la clé par tous les moyens, mais ne la trouva toujours pas. Elle ne l'avait jamais vue la remettre. Obina avait glissé la clé dans sa poche ce jour-là dans la cuisine, souriant en disant « Tu n'en auras pas besoin ». Le lendemain, en pliant le linge dans la chambre, Naomi entendit un faible cliquetis derrière la commode. Curieuse, elle la déplaça légèrement, et la voilà, la même clé rouillée, posée sur le sol comme si elle était revenue ramper vers elle. Ses mains tremblèrent en la ramassant. Elle regarda vers le couloir. La porte interdite restait fermée, silencieuse. Mais dans ce silence, elle attendait. Et maintenant, elle avait l'invitation. La clé tourna avec un clic qui sembla trop fort. La main de Naomi s'arrêta sur la poignée. Son souffle trembla. Elle pouvait encore faire demi-tour, mais sa main continua. La porte grinça en s'ouvrant. La première chose qui la frappa fut le froid. Pas le genre qui effleure la peau. Celui-ci s'insinua dans ses os. L'air ne bougeait pas. Il était lourd, comme s'il retenait son souffle depuis des années. Elle entra.
La pièce était sombre. La poussière flottait paresseusement dans le faisceau de lumière du couloir qui s'y déversait. Elle chercha l'interrupteur. Rien. L'ampoule au-dessus était morte. Pourtant, ses yeux s'habituèrent lentement. D'abord, elle ne vit rien. Juste le tapis fané au sol, une armoire en bois, un long miroir contre le mur du fond. Puis elle les remarqua. D'abord, son cerveau refusa de comprendre. 6 formes, immobiles, alignées côte à côte sur le sol. Naomi s'approcha, respirant à peine. C'étaient des femmes. 6 femmes allongées doucement, bras le long du corps, pieds nus, leur peau grise étendue, leurs yeux fermés, leurs visages émaciés. Chacune portait une robe de mariée, de couleurs et de styles différents. Certaines avaient encore leurs perles. L'une portait encore son voile. Une autre avait du sang séché sous les ongles. Naomi tomba à genoux, haletante. Elle ne pouvait pas crier. Sa gorge se bloqua. L'air commença à sentir plus doux et plus fétide à mesure qu'elle regardait, comme des fleurs posées sur des tombes depuis trop longtemps. Elle se tourna vers le mur. Là, au-dessus de leur tête, des portraits de mariage. Chaque mariée souriante, posée, encadrée d'or, et à la fin de la rangée, un espace vide. Appuyé soigneusement contre le mur, prêt à être accroché, un cadre photo tout neuf. Naomi n'eut pas besoin de le ramasser. Elle savait déjà que c'était elle. Sa photo de mariage, le même sourire, les mêmes perles, déjà imprimées et encadrées. Ses doigts tremblèrent en le touchant. Sous le cadre, d'une écriture délicate, les mots « Épouse numéro 7 ». Elle le lâcha. Ses yeux descendirent, et c'est là qu'elle le vit. Le 7e espace. Une fosse peu profonde creusée dans le sol juste à côté des autres. Ses genoux fléchirent. Elle s'appuya au mur pour ne pas tomber. Quelqu'un avait fait de la place pour elle. Naomi ne se rappela pas comment elle sortit de la pièce. Un instant, elle fixait sa propre photo encadrée à côté de 6 mariées mortes, et l'instant d'après, elle était dans le couloir, la porte verrouillée, le dos contre le mur, le cœur tonnant comme s'il voulait déchirer sa poitrine. Elle ne pouvait pas respirer. Son corps ne tremblait pas. Il grelottait comme si le froid était entré dans son sang. Elle n'avait pas crié. Elle ne savait même pas pourquoi. Peut-être que la peur était si profonde qu'elle avait avalé sa voix. Peut-être que son esprit comprenait quelque chose que sa bouche ne pouvait encore formuler. Ce n'était plus sa maison. C'était un piège et elle était déjà dedans. Elle voulait pleurer, crier, appeler sa mère, sa sœur, même Ibuka. Mais qu'aurait-elle dit ? Il y a 6 mariés alignés dans une pièce et je suis la numéro 7. Qui l'aurait cru ? Et pire, Obina n'était même pas encore rentré. Cette pensée la frappa comme une gifle. Il n'était pas là, ce qui signifiait qu'il ne savait pas. Elle avait ouvert la porte, vu ce qu'il ne voulait pas qu'elle voie. Mais si elle agissait vite, si elle gardait son calme, elle pouvait faire semblant. Prétendre. C'est ce qu'elle devait faire maintenant. Prétendre. Pas en tant qu'épouse, plus maintenant, en tant que survivante. Elle rampa jusqu'à la chambre comme si ses os ne lui appartenaient plus. Verrouilla la porte, se recroquevilla dans un coin, les oreilles tendues au moindre bruit. Ses yeux ne se fermèrent pas de la nuit. Quand le ciel s'éclaira enfin d'une faible lumière du jour, elle se leva. Ses mouvements étaient raides, robotiques. Elle se lava, s'habilla, balaya le salon, prépara un ragoût, arrangea les coussins. Tout parfait. Parfait assez pour effacer tout soupçon. À 18 heures, elle entendit les pneus dehors. Il était de retour. Elle ne broncha pas. Elle se tenait simplement près de la table à manger, souriante. La porte s'ouvrit. Obina entra, vêtue de gris, traînant sa valise. Il semblait frais, calme, normal. Mais dès que leurs regards se croisèrent, elle sut. Il le sentit, le changement. Il s'approcha lentement, posa sa valise, la salua d'un petit baiser sur la joue. Puis il recula légèrement et étudia son visage. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Naomi sourit plus largement. Trop largement. Bien sûr. Il hocha la tête, puis dit, la maison semble différente. Elle rit légèrement. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Peut-être que c'est ça. Mais ses mains, elles étaient froides. Il regarda ses mains, puis le couloir, puis elle à nouveau. Un petit silence s'installa.
Puis il murmura d'un calme qui l'effraya plus que n'importe quel cri. « Tu les as vus, n'est-ce pas ?» Naomi ne répondit pas parce qu'elle ne pouvait pas. Parce que son âme avait déjà commencé à courir. Même si son corps restait là, souriant, son ton n'était pas en colère. C'est ce qui la terrifiait le plus. Il n'élevait pas la voix. Il ne faisait pas les 100 pas, ne criait pas, n'attrapait rien. Il se tenait simplement là, la regardant comme un homme qui venait d'ouvrir un livre et réalisait que la fin avait changé. Naomi déglutit. Ses genoux ramollissaient, mais elle resta immobile. « Je ne sais pas de quoi tu parles », murmura-t-elle à peine. Les yeux d'Obina se plissèrent légèrement. Il avança. Elle recula instinctivement. Cela le fit sourire. « Tu as ouvert la porte », dit-il calmement. « Tu t'es tenu au-dessus d'elle. Tu as vu la 6e Enkichi. Elle est encore jolie, hein ?» Naomi haleta, couvrant sa bouche. « Je n'ai pas, j'ai juste ouvert. »« Tu as juste ouvert ce qu'on t'avait dit de ne pas ouvrir, » dit-il, la voix toujours douce. « C'est toujours comme ça que ça commence. » Il glissa la main dans sa poche et en sortit quelque chose de petit, une bague. Vieille, fanée. Il la fit rouler entre ses doigts en marchant lentement autour d'elle. « La première épouse a essayé de m'empoisonner. La deuxième a essayé de fuir. La troisième s'est soumise facilement. La quatrième, elle a supplié pendant des jours, elle est quand même allée sous terre. » Naomi restait figée, les yeux écarquillés, le cœur cognant contre sa poitrine. « Tu penses que c'est une coïncidence, Naomi ? Tu penses que je t'ai choisie par erreur ?» Il s'arrêta devant elle. « Numéro. Tu es parfaite, bruyante, fière, têtue, affamée. Tu es tombée droit dans mes mains. » Elle essaya de bouger, mais ses pieds étaient engourdis. « Tu disais vouloir une vie douce, » continua-t-il, souriant faiblement. « Mais tu n'as pas demandé la source. Tu as vu l'argent et tu as pensé que Dieu s'était enfin souvenu de toi. Non, Naomi, je ne suis pas une bénédiction. Je suis un échange. » Elle trouva enfin sa voix. « Pourquoi moi ?» Il pencha la tête. « Parce que tu es le genre de femme qui ne dira rien à personne. Tu es trop fière. Tu penses pouvoir me surpasser. C'est ça qui rend ça amusant. » Naomi recula. Il la laissa faire. Puis il se pencha près d'elle et murmura. « Tu ne quitteras pas cette maison vivante, mais je le ferai en douceur si tu obéis. » Les larmes emplirent ses yeux. « Je ne le ferai pas. »« Si, tu le feras, » dit-il calmement, fermement, parce que celles qui ont résisté sont mortes en criant. Il effleura sa joue du bout du doigt. Et à cet instant, Naomi vit la vérité. Obina n'était pas humain. Plus maintenant. S'il l'avait jamais été, il était autre chose. Naomi se tenait seule, les mains tremblantes, le cœur brisé. Plus de prétention désormais. Elle avait 2 choix. Se soumettre en silence ou s'échapper avant qu'il ne soit prêt. Après la confrontation, Obina n'agit pas immédiatement. Il sourit simplement et scella la maison spirituellement, confiant qu'elle ne pourrait pas s'enfuir. Il croyait que la peur la briserait comme les autres, mais Naomi ne dit rien. Le lendemain matin, Obina sortit brièvement. Naomi ne savait pas où. Il ne disait jamais, mais dès que la porte d'entrée cliqua, elle bougea vite, en silence. Elle courut à son bureau. Une pièce qu'il gardait toujours verrouillée. Mais la veille, peut-être par erreur, peut-être exprès, il avait laissé la clé sur le comptoir de la cuisine. Elle ouvrit la porte lentement. L'air à l'intérieur était épais, comme si le temps n'y avait pas bougé. Les rideaux étaient tirés. La pièce sentait légèrement le cuir et quelque chose d'aigre. Un seul carnet brun était posé sur le bureau, usé, sans marque, sans titre. Elle le prit de ses mains tremblantes, tourna les pages. D'abord, c'était du charabia. Des noms, des dates, des lieux qu'elle n'avait jamais entendus. Puis ses yeux tombèrent sur une page qui lui tordit l'estomac. 6 épouses, 6 saisons, 6 offrandes. Leurs corps doivent rester. Leur présence complète le lien. Les enlever, c'est rappeler les esprits en rage. Elle continua à lire. Chaque mariée ouvre une porte. La 7e la ferme. Une fois la 7e ajoutée, le cercle se réinitialise. Leurs esprits restent calmes tant que les corps restent proches. Ils alimentent la protection. Chacune me donne une nouvelle phase de pouvoir.
La respiration de Naomi s'accéléra. Elle tourna plus loin. Une liste. Le nom de chaque épouse. Sous chacun, le même mot final. Donner. Donner. Donner jusqu'à la dernière en kishi à côté de son nom. Résister. Maudite. Réduite au silence. La main de Naomi se referma sur sa bouche. Elle tourna à la dernière page. Un espace avait déjà été écrit en bas, et dans cet espace était son nom, Naomi Egor. En préparation, elle lâcha le carnet. Ses genoux cédèrent. Puis quelque chose derrière elle murmura doucement droit dans son oreille. Ne le laisse pas accrocher ta photo. Elle pivota. Personne. Juste une brise qui n'aurait pas dû exister dans une pièce sans fenêtres ouvertes. Le carnet était toujours par terre, mais ses pages avaient tourné toutes seules à la liste des épouses. Naomi sortit de la pièce en courant dans le couloir. Mais en passant devant le miroir, elle aperçut quelque chose qui la figea. 6 femmes debout derrière elle dans le reflet. Aucune ne bougeait. Aucune ne clignait des yeux, mais toutes la regardaient. Et l'une d'elles, inquiète, leva un seul doigt et pointa la photo encadrée déjà accrochée au mur du couloir. C'était Naomi. Elle hurla, et la maison avala le son comme si elle s'y était entraînée. La maison était trop silencieuse. Obina était ressorti, disant qu'il allait à la banque, peut-être au marché. Naomi s'en fichait. Elle ne croyait plus rien de ce qui sortait de sa bouche. Mais elle savait que c'était sa fenêtre. Elle attendit que sa voiture disparaisse. Puis elle bougea. Elle marcha dans le couloir pieds nus. La clé rouillée était serrée dans sa main. La porte ne résista pas cette fois. Elle s'ouvrit comme si elle avait attendu. Le froid à l'intérieur la frappa immédiatement, le même qu'avant. Toujours lourd, comme marcher dans une respiration qui n'était jamais partie. Les 6 mariés étaient toujours là, habillés, préservés, attendant. Naomi entra lentement. Son cœur battait assez fort pour faire écho. Elle regarda leurs visages, paisibles, mais pas en repos, comme des portraits abandonnés dans le temps. Elle murmura, « Je sais que vous êtes là. » Un long silence suivit. Puis une bougie s'alluma. Puis une autre. Puis les 6. La pièce commença à luire faiblement, doucement, dorée et fausse. Une voix emplit l'air, pas forte, pas en colère, juste présente. « Veux-tu vivre, Naomi ?» Elle se tourna. Inky était assise. Sa bouche ne bougeait pas, mais ses yeux étaient fixés sur le visage de Naomi. La voix de Naomi se brisa. « Oui, je veux vivre. » « Alors donne ce que nous n'avons pas pu. » Que veut dire cela? Le sanctuaire au centre de la pièce commença à trembler. Os, perles, sang, tissu. Il pulsait comme s'il respirait. Nous avons supplié. Nous avons fui. Nous avons crié. Mais nous n'avons jamais donné. Nous sommes mortes dans la peur. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Vous voulez que je brise le cercle? Du sang par choix et non par force. Pas de ruse. Un don. Elle s'approcha du sanctuaire, lentement, hésitante. Dans la poche de son râpé était la petite lame de cuisine qu'elle avait cachée des jours plus tôt. Sa main trembla en la sortant. « C'est de la folie », murmura-t-elle. Sa gorge se serra. Les larmes emplirent ses yeux, mais elle leva la lame et la pressa doucement sur sa paume. Le sang coula sur le sanctuaire. Les bougies s'éteignirent toutes d'un coup. La pièce gémit, et puis les 6 mariés se levèrent. Pas violemment, pas comme des fantômes, juste debout, regardant. Le sanctuaire se fendit en 2. Puis le sol sous Naomi brilla une seule fois, comme si le pouvoir à l'intérieur se déchirait. Inky avança, sa voix froide et gentille. La porte est ouverte. Cours avant qu'il ne revienne, et ne regarde pas en arrière. Naomi se tourna, mais en atteignant le couloir, elle le vit. Sa photo de mariage déchirée en 2. Elle n'attendit pas. Elle courut à travers la cuisine, par l'arrière, pieds nus, saignant, pleurant. Elle ne s'arrêta pas de courir jusqu'à ce que la maison ne soit plus qu'un souvenir dans le vent. Obina revint 2 heures plus tard. Il entra, appela son nom une fois, et sourit quand personne ne répondit. Elle a essayé, murmura-t-il au mur. Elles essaient toutes. Mais quelque chose n'allait pas. L'air avait changé. La maison respirait sans lui.
Il se tourna vers la porte interdite et la vit grande ouverte. La pièce luisait d'une lumière étrange. Les 6 mariés avaient disparu. Le sanctuaire gisait fendu en deux, et écrit sur le mur en sang séché étaient les mots « Nous avons donné. Maintenant nous prenons ». Obina essaya de courir, mais la maison ne le laissa pas. Les portes claquèrent, les fenêtres se scellèrent. Les 6 mariés revinrent, pas comme des corps, comme du vent, comme des murmures, comme un jugement. Et pour la première fois de sa vie maudite, Obina cria. Elles ne le tuèrent pas vite. Il disparut comme il les avait fait disparaître, lentement, silencieusement, morceau par morceau. À l'aube, il ne restait dans la maison que des cendres et le silence. Et dans le coin de la pièce interdite, où l'espace de Naomi avait été préparé, se trouvait maintenant un nouveau, marqué, la preneuse. Naomi arriva au compound familial pieds nus, son râpé déchiré, son visage gonflé de larmes. Elle ne frappa pas. Elle entra simplement lentement comme une enfant qui comprenait enfin le sens du silence. Sa mère la vit la première et lâcha l'assiette qu'elle tenait. Naomi. Elle ne répondit pas. Adaora sortit de l'arrière en tenant son bébé. Elle vit Naomi et se figea. La dernière fois qu'elles avaient parlé, Naomi l'avait insultée, avait appelé sa vie misérable. Mais cette Naomi, cette version, ne dit rien. Elle tomba simplement à genoux au milieu du compound et murmura « Je les ai vus. » Toutes les 6. Personne ne demanda qui. Son père sortit de la maison. Il ne cria pas. Il ne parla pas. Il s'assit simplement sur le banc en bois et pleura. Cette nuit-là, Naomi ne mangea pas. Elle n'expliqua pas. Mais sa famille laissa la porte ouverte. Pas de punition, pas de question, parce que dans ses yeux, ils virent. Quoi que Naomi ait vu, cela l'avait déjà assez puni. Naomi resta agenouillée là, au milieu de la cour, pendant ce qui sembla une éternité. Le soleil se couchait lentement derrière les manguiers, peignant le compound en teintes orangées, comme ce soir-là où tout avait commencé sur Instagram. Mais maintenant, l'orange n'était plus synonyme de promesse. C'était la couleur du sang séché sur sa paume, de la peur qui refusait de quitter ses veines. Ses larmes coulaient sans bruit, traçant des sillons sur ses joues poussiéreuses. Adaora s'approcha la première, posant son bébé dans les bras de sa mère, puis s'agenouilla à côté d'elle. Sans un mot, elle enveloppa Naomi dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, Naomi ne résista pas. Elle s'effondra contre sa sœur, les sanglots enfin libérés, déchirants, comme si tout son corps expulsait le poison accumulé. Ibuka, le frère, se tenait en retrait, les poings serrés. Il voulait frapper quelque chose, n'importe quoi, mais il n'y avait plus d'ennemi visible. Juste cette sœur brisée qui avait toujours été la plus forte, la plus bruyante. Leur père, assis sur le banc, essuyait ses larmes avec le bord de son râpé, marmonnant des prières en igbo sous son souffle. La mère, après avoir confié le bébé à une voisine accourue, revint avec un bol d'eau tiède et un tissu propre. Elle lava doucement la paume ensanglantée de Naomi, sans poser de questions. La coupure n'était pas profonde, mais elle saignait encore un peu, un rappel vivant de ce qu'elle avait donné pour survivre. « Viens dedans, ma fille », murmura enfin la mère, aidant Naomi à se relever. Ses jambes tremblaient, mais elle marcha, soutenue par Adaora d'un côté et Ibuka de l'autre. Ils l'installèrent dans la chambre qu'elle occupait enfant, celle avec les posters fanés de Beyoncé et les vieux cahiers d'école entassés dans un coin. Naomi s'allongea sur le lit étroit, fixant le plafond craquelé. Pour la première fois depuis son mariage, elle se sentait en sécurité dans le bruit. Les poules caquetant dehors, les enfants du voisin jouant au football, le générateur qui tout sautait au loin. Pas de silence oppressant, pas de porte qui attendait. Cette nuit-là, la famille veilla. Pas de grands discours, pas d'interrogatoire. Adaora prépara du thé au gingembre, Ibuka apporta une couverture supplémentaire. Leur père pria à voix haute, invoquant les ancêtres pour protéger la maison. Naomi but une gorgée, puis une autre, et enfin, les mots sortirent. Pas tout d'un coup, mais par bribes. 6 femmes, dans des robes de mariée, alignées comme des poupées. Et ma photo, déjà encadrée. Épouse numéro 7. Sa voix se brisait à chaque phrase. Adaora pleura en silence. Ibuka jura entre ses dents. La mère hocha la tête, comme si elle avait toujours su que l'or trop brillant cachait du sang. Le lendemain, la nouvelle se répandit dans Enugu comme une traînée de poudre.
Pas par Naomi, elle refusait de parler à quiconque d'autre. Mais par les murmures des voisins, les appels des tantes lointaines. Vous avez entendu? La petite Égor a épousé un diable et s'est enfuie. Certains riaient, incrédules. D'autres croisaient les doigts en passant devant la maison. Ibuka, furieux, voulut aller à la police. On va signaler ça. Cet homme est un meurtrier. Mais leur père l'arrêta. Et qu'est-ce qu'on dit? 6 fantômes dans une chambre? Pas de corps, pas de preuves. Ils nous prendront pour fous. Naomi, écoutant depuis sa chambre, secoua la tête. Il n'y a plus rien là-bas. Juste descendre. Elles l'ont pris. Les jours suivants furent un lent retour à la vie. Naomi ne toucha pas son téléphone pendant une semaine. Instagram, WhatsApp, tout était effacé. Plus de photos de luxe, plus de stories vantardes. Elle aidait maintenant sa mère à la cuisine, épluchait les ignames en silence, apprenait à faire le égusi comme avant. Adaora l'emmenait au marché, lui tenant la main comme à une enfant. Petit à petit, la Naomi tranchante revenait, mais changée. Moins d'arrogance, plus de gratitude. Un soir, autour du dîner, elle leva les yeux vers sa famille. J'étais bête. J'ai cru que l'argent effaçait tout. Mais l'argent sans paix, c'est une prison dorée. Ibuka ricana doucement. Bienvenue dans le club des managers. Pour la première fois depuis longtemps, Naomi rit. Un vrai rire, pas forcé. Mais les nuits étaient encore dures. Les cauchemars venaient, les 6 mariés se levant, leurs yeux vides la fixant, un qui murmurant, tu as donné, maintenant vis. Elle se réveillait en sueur, criant parfois. Sa mère dormait désormais dans la chambre avec elle, une Bible ouverte sur la table de nuit. Un prêtre vint bénir la maison, aspergeant de l'eau bénite dans chaque coin. Les esprits sont partis, dit-il. Mais la peur reste. Priez. Naomi pria. Pas comme avant, pour des sacs Louis Vuitton, mais pour la force, pour ses sœurs mortes qu'elle n'avait pas connues mais qu'il avait sauvées. Un mois plus tard, une lettre arriva. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur, juste glissée sous la porte au milieu de la nuit. Ibuka la trouva le matin, la tendit à Naomi avec méfiance. L'enveloppe était en velours noir, comme celle qu'Obina utilisait. À l'intérieur, une seule phrase écrite en rouge, le cercle est brisé. Merci, numéro 7. Signée d'une empreinte de paume ensanglantée, mais pas la sienne. Naomi la brûla immédiatement dans le feu de la cuisine, regardant les flammes consumer le papier. C'est fini, murmura-t-elle. Et pour la première fois, elle le crut. Des années passèrent. Naomi ne se remaria jamais. Elle ouvrit une petite boutique à Enugu, vendant des tissus et des perles, aidant les jeunes filles à rêver grand sans vendre leur âme. Elle racontait son histoire parfois, lors de veillées entre femmes, comme un avertissement enveloppé dans une leçon. L'amour vrai ne vient pas avec un prix de mariée en millions. Il vient avec la paix. Et si un homme est trop parfait, fuyez. Adaora eut un autre enfant, Ibuka monta son business de transport. La famille Égor guérit, plus forte, plus unie. Et quelque part, dans les vents d'Enugu, 6 esprits veillaient. Pas en colère, pas en paix totale, mais libres. Un qui, la dernière, souriait parfois dans les rêves de Naomi. Tu as donné. Nous avons pris. Le taquer vit. Naomi se réveillait alors, touchant sa paume cicatrisée, et souriait en retour. Elle avait été la 7e. Mais elle était aussi la première à briser la chaîne.